la droite a un choix. Soit elle vient s'associer aux droites nationalistes en prenant le risque que ces forces nationalistes ayant les classes populaires en fait les dévorent et les écrasent dans la durée. Exactement. Marchepied qui est écrasé, quoi. Ils finissent par en faire des forces supplétives. Soit ils restent agrégés à ces formations du centre, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils vont continuer, en fait, ce déclin continu qu'on voit de façon très prégnante ces 3-4 dernières années, mais en fait, qui doit être relié au déclin des forces de droite et de gauche traditionnelles depuis en fait la crise financière de 2008-2009. La maturation ces 10 dernières années des partis nationalistes a fini par adjoindre à leur socle électoral populaire les classes aisées et plus âgées issues des droites traditionnelles. Une union susceptible, désormais, non seulement de leur faire remporter les élections, mais d'exercer les plus hautes responsabilités, comme en Italie, en Finlande, en Suède, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Slovaquie, en République tchèque, hier en Pologne et demain peut-être en Autriche ou en France. Charles Sapin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié Les Moissons de la colère plongées dans l'Europe nationaliste aux éditions du Cerf. Vous êtes journaliste au Point. Pourquoi avez-vous écrit cela ? J'ai écrit cela parce que c'est l'un des principaux constats qui m'a marqué dans ce tour d'Europe que j'ai fait à partir de 2022 jusqu'à l'été 2023. C'est quelque chose d'intéressant parce que c'est... en fait, on sort d'une période où pendant 15 ans, le clivage droite-gauche a été mis un peu au second plan et on voyait un clivage entre des forces libérales pro-européennes et un gros bloc populiste. Ça a été très visible en France, c'est un peu le duel qu'on connaît entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et on a pu l'observer ailleurs en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on rentre comme dans une autre phase. C'est-à-dire que le souci pour des forces nationalistes, de cette opposition entre forces libérales pro-européennes et forces populistes, c'est comme au foot, c'est toujours les Allemands qui gagnent à la fin, quoi. À la fin, c'est toujours les forces libérales pro-européennes qui gagnent. Pourquoi ? Parce que, en fait, les forces populistes ont comme assise électorale des classes populaires qui sociologiquement sont les plus éclatées et sont les plus difficiles à mobiliser dans les urnes. Quand bien même, dans beaucoup de pays, elles sont majoritaires. Du coup, en fait, les partis libéraux pro-européens, en ayant une assise sur les CSP+, les retraités, qui sont des sociologies parfois plus restreintes en nombre dans les pays, mais qui sont plus mobilisées dans les urnes. Voilà, exactement. Faisait que dans les élections, à ce match, sauf de rares exceptions, en fait, ce sont toujours les forces libérales pro-européennes qui gagnaient les élections. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe depuis 2-3 ans, soit parce que de nouvelles forces nationalistes voient le jour, soit parce que des forces populistes mutent, en fait, arrivent à adjoindre à ces classes populaires, qui étaient leur socle électoral, des CSP+, voire des retraités, ce qui leur permet en fait de sortir de ce jeu où ils étaient à chaque fois perdants, et de leur permettre de gagner le pouvoir. Et en fait, ça, c'est dû principalement à la prégnance nouvelle des sujets identitaires dans les débats publics européens. Vous avez différentes questions qui font que des électeurs traditionnels des droites traditionnelles, en fait, se décrochent, se radicalisent. Il y a la question des revendications sociétales radicales, les questions de mode de vie, va venir radicaliser en fait cet électorat des droites traditionnelles et ils vont les faire basculer en fait dans le vote nationaliste, qui fait que elles peuvent désormais gagner des élections et arriver au pouvoir.
Vous identifiez dans l'ouvrage notamment trois grands, enfin au moins trois, il y en a sans doute plus, mais carburants électoraux qui ont fait basculer, disons, pour faire vite, un centre droit plus bourgeois, plus conservateur, moins populiste, et parfois même terrifié par le populisme dans certains cas. Et ces trois carburants et forces de bascule sont l'immigration, le wokisme, même si vous avez des réticences avec le terme dans l'ouvrage, l'écologie, et ces trois tendances-là ont poussé progressivement, de ce que vous dites, encore une fois, un public grisonnant, souvent plus âgé Oui, quand même exactement, que les classes populaires qu'elles rejoignent en moyenne. C'est-à-dire que si on regarde l'électorat de Fillon en 2017, c'est un électorat qui est composé, je crois, à 53% de retraités à l'époque. Ce qui était toujours une base, par exemple, pour Marine Le Pen, qui a longtemps été inaccessible. C'est en train de changer un peu, on y reviendra peut-être. Est-ce que vous pensez que ce basculement de personnes âgées, droites, conservatrices, vers les forces populistes est une tendance lourde qui va se poursuivre en Europe actuellement, ou est-ce qu'ils peuvent se retrouver auprès, disons, d'un centre droit peut-être un peu plus radicalisé dans un avenir proche? En fait, il y a une mutation des différentes droites en Europe et des forces nationalistes qui font qu'en effet, ces personnes grisonnantes votent pour elles. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'arrive au point. Ça fait 6 ans que je couvre les forces nationalistes à l'époque au Figaro, mais en France. Et le Point me propose de faire exactement la même chose, mais en Europe. Donc, je commence à me balader, je vais d'un bout à l'autre du continent. Et c'est vrai qu'en m'intéressant aux forces nationalistes, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que peu importe les frontières, les modes de scrutin, les histoires nationales très différentes, il y a quelque chose qui se répète, cette dynamique nationaliste, et comme vous venez de le souligner, des ressorts. Alors évidemment, il y a des ressorts qui sont singuliers, Particulier, ouais, voilà, bien pour sûr. certains pays, mais quand même Des tendances très lourdes. Ouais. les tendances très lourdes, ça reste les mêmes, quoi. La première, c'est en effet l'immigration, ou plus précisément, en fait, la faillite des partis traditionnels a apporté une réponse pérenne à la question de l'immigration, soit en diminuant les flux, en réussissant ce pari, soit en réussissant l'intégration. Il y a la prégnance des sujets identitaires, enfin, on en a déjà un petit peu parlé, mais je vais prendre un exemple. Au Portugal, vous avez une force nationaliste, nationale conservatrice, qui s'appelle Chega, qui a fait x10 en 3 ans. Ouais. Et je suis allé rencontrer le vice-président de ce parti. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment vous expliquez cette explosion dans les urnes? Il dit, c'est très simple, il y a un moment où on a croulé sous les adhésions. Et on a vu notre électorat changer, qui était au début un électorat un peu contestataire, populiste, et devenir en fait un électorat qu'on voyait en fait dans les meetings des droites traditionnelles. Ce moment, c'est intéressant, c'est en fait lorsque le congrès des Miss Portugal en fait a décidé de présenter au concours de Miss Univers une personne transgenre. Ah oui. Et là, si vous voulez, C'est amusant. il y a un électorat qui a toujours voté pour la droite traditionnelle au Portugal, parce que, soit par intérêt de classe, soit parce que ça a toujours été comme ça, par tradition familiale, puis ils étaient plutôt libéraux. Bon. Et là, si vous voulez, ils sont face à une décision, ils disent « Ok, je ne comprends plus le monde dans lequel je vis. » Il y a une question qui dépasse la question sociale, qui dépasse la question d'intérêt. En fait, ce qui est en jeu, c'est un enjeu identitaire, presque civilisationnel, c'est-à-dire il faut que je me batte politiquement pour que le monde dans lequel je vis, qui me vient de mes grands-parents, de mes parents, et que j'aimerais transmettre à mes enfants, voire à mes petits-enfants, en fait, perdure. Et en fait, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça dans différents pays. En fait, ça fracture des électorats de droite traditionnelle, ça les radicalise et qui viennent donc voter pour de nouvelles forces. Donc ces forces nationalistes, là en l'occurrence nationales conservatrices. Mais ce qui est amusant, c'est que l'anticommunisme a servi de ciment historiquement entre les libéraux et les conservateurs. On en a parlé avec Marcel Gauchet quand on a reçu ici. Et là, l'anti-wokisme, à certains égards,
semble être en passe de pouvoir aider, avec d'autres tendances lourdes, l'immigration et au cas par cas, à cimenter un électorat populiste contestataire et un électorat conservateur traditionnel. Exactement. Et en fait, c'est très intéressant parce que par rapport au point de départ qu'on a mentionné, c'est-à-dire un échiquier politique européen qui a vu le clivage droite-gauche disparaître à la faveur de ce clivage populiste libéraux pro-européens. Bon. En fait, on voit la réapparition d'un clivage droite-gauche, mais très différent de celui qu'on a connu. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, droite et gauche s'affrontaient sur des questions sociales. Ouais. Les questions sociales n'ont pas disparu, hein. Mais sûr. voilà, c'est toujours des questions très importantes, mais elles ne clivent pas de la même façon. Et on voit, de par cette prégnance nouvelle de sujets identitaires, la réapparition du clivage droite-gauche sur des bases non plus sociales, mais voilà, sur des questions d'identité et plus particulièrement de mode de vie. Il y a un sujet moi, qui m'a marqué, que j'ai vu aussi dans plusieurs pays européens. Dans mon livre, je fais un zoom surtout sur la question des Pays-Bas, parce que c'est là où ça a commencé. C'est sur cette question des modes de vie, c'est la question en fait de l'environnement. Oui. C'est super intéressant, pourquoi ? Parce que l'environnement, il y a encore, c'est ça, il y a encore 5-6 ans, ça a créé une forme d'unanimisme. Tout le monde était pour la préservation de l'environnement. Il y avait des micro-groupes de climato-sceptiques, mais bon, c'était vraiment des marges. Là, on voit que c'est une polarisation très forte. Avec les Gilets jaunes en France, pour le coup, qui a été un peu la naissance de ça sur une taxe carbone. Exactement. Ouais. Exactement. Et en fait, pourquoi ? Parce que si tout le monde est pour la préservation de l'environnement, de la nature, personne ne veut faire partie de ceux sur qui va reposer les sacrifices nécessaires à cette préservation. Et pourquoi le cas des Pays-Bas est intéressant ? C'est parce que, en fait, on sort du Covid 2020, il y a une directive européenne qui sort et qui est aggravée par les autorités aux Pays-Bas, qui est sur l'encadrement des émissions d'azote, très majoritairement émises par le secteur agricole, quoi. Et en fait, les autorités du Pays-Bas mettent des critères, des limites, des plafonds en fait, aux émissions d'azote tellement basses, que vous vous retrouvez du jour au lendemain avec 2000 exploitations qui se voient retirer leur permis d'exploiter. Des fermes, parfois, qui sont là depuis 7-8 générations. Vous leur retirez leur gagne-pain, mais vous leur retirez aussi leur histoire familiale, ce qui était l'essentiel de leur héritage. Ces gens-là, c'est des agriculteurs, en l'occurrence aux Pays-Bas, votaient plutôt pour une droite traditionnelle ou pour le centre, se radicalisent. Et ils ont fait des scores électoraux délirants. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on est à la création là, d'un mouvement qui après va faire tache d'huile dans toute l'Europe, c'est-à-dire c'est les premières manifestations de tracteurs. Oui. Ces manifestations de tracteurs en 2 ans et demi, en fait, mutent en parti politique. C'est le BBB, le Parti agriculteur citoyen. Et ce parti se présente... Vous n'avez pas essayé de le prononcer en néerlandais. Oui, non, je vous l'épargne, et moi aussi. Mais, ce parti devient, mais en claquant des doigts, le premier parti du pays. C'est-à-dire qu'il se présente aux élections régionales. Il arrive en tête des 12 provinces des Pays-Bas, y compris Amsterdam, parce qu'en fait, colère des agriculteurs, qui mute en colère rurale, et qui devient en fait une colère identitaire, défense d'un mode de vie, et qui attrape en fait... qui gagne des villes. Toute la grogne. Et qui a même gagné des villes. Exactement. C'est et comme il gagne très largement en fait, les provinces, ça devient la première force au Sénat. Il se trouve qu'après, il y a des élections législatives, parce que le gouvernement de Mark Rutte chute. Là, il se gamelle, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'amateurs. La politique est un métier, donc c'est un peu des amateurs. Sauf que les électeurs et les agriculteurs qui se sont radicalisés pendant cette mobilisation et qui ont porté ce parti politique ne sont pas revenus dans leur parti de droite traditionnel. Ils sont partis directement chez Geert Wilders, qui est le parti populiste historique des Pays-Bas. Voilà, on a un exemple intéressant d'un clivage à la fois social, parce qu'il y avait des questions de survie de ces agriculteurs, mais identitaire, parce que ça dépassait la question sociale. C'est la question de est-ce qu'on peut encore être agriculteur, être éleveur aujourd'hui
dans ce pays, Bien sûr. que sont les Pays-Bas. Donc c'était vraiment, moi pour avoir discuté avec eux, ils ne me parlaient pas que de survie économique. Ils Oui, disaient, oui, oui. on n'a pas envie de faire un autre job. En fait, c'est ce Oui. qu'on est. On n'a pas envie de manger de la viande d'insectes ou aux protéines artificielles. On veut continuer d'élever nos bêtes, c'est notre fierté. Donc ça dépasse la question sociale. Et on voit typique, ça fracture en fait ce qu'était l'électorat traditionnel d'une droite et qui le radicalise. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Ouais, c'est intéressant. Et alors, il y a une distinction que vous faites dans votre ouvrage, qui est que vous mettez dans deux camps les différentes figures nationalistes et les différents partis nationalistes en Europe. Il y a un camp national populiste et un camp national conservateur. Quelle est pour vous la distinction entre les deux et quels seraient les exemples qu'on pourrait mettre dans l'un ou plutôt dans l'autre? Oui, non mais en fait c'est assez intéressant parce que le terme nationaliste, souvent on peut avoir l'impression que voilà, c'est une appellation où tout le monde se ressemble, ils sont tous pareils. Oui, oui, un Et grand sac. en fait, exactement. En fait, il y a des différences très importantes entre deux grandes familles de nationalistes, à mon sens, qu'on voit en Europe, les nationaux populistes et les nationaux conservateurs. Les nationaux populistes, en France, c'est ceux auxquels on est le plus habitué. Pourquoi? Parce que l'une des plus grandes figures de proue de ce national-populisme, c'est Marine Le Pen. En gros, la base idéologique des nationaux populistes, en fait, c'est, moi je pars de la définition de Camus 2 du populisme, c'est-à-dire cette pensée d'une société divisée en deux blocs, totalement imperméables l'un de l'autre. D'un côté, un peuple, imaginé comme pur, dont l'enjeu de la politique est de le laisser s'exprimer de la façon la plus claire possible, sans filtre. Sans médiation, ouais. Exactement. Ouais. D'où cette culture du référendum. Bien sûr. Et de l'autre, l'élite, par nature corrompue, qui détourne l'intérêt général pour son intérêt propre. Et vraiment, on voit cette logique d'opposition peuple-élite qui vient en fait en France, ça vient directement du poujadisme, et c'est vraiment la ligne continue. Jusqu'aux Gilets jaunes. Oui, et encore portée par Marine Le Pen Oui, bien sûr. jusqu'à cette décision de la censure de Michel Barnier. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est ça. Il y a une autre famille qui est assez différente, qui sont les nationaux conservateurs. En fait, si vous voulez, les nationaux populistes se réclament ni de droite ni de gauche. Ils transcendent en fait ce clivage-là. Un nini par le bas. Exactement. Ouais. Les nationaux conservateurs sont ancrés à droite. Ils se revendiquent de droite et d'ailleurs ils estiment qu'ils sont la seule véritable droite. Les nationaux populistes ont une obsession sur les questions sociales. C'est très important, c'est la défense du petit, qui sont vraiment que secondaires pour les nationaux conservateurs, parce que eux, leur véritable angoisse est identitaire et civilisationnelle. Les nationaux populistes souvent sont étatistes, les nationaux conservateurs souvent sont d'obédience libérale. Donc c'est assez différent. Donc nationaux populistes, Marine Le Pen, nationaux conservateurs, la chef de file incontestée des nationaux conservateurs aujourd'hui, c'est Giorgia Meloni en Italie. Et d'ailleurs, les deux ont énormément, ne se supportent pas et se pensent. Alors, elles sont toutes les deux nationalistes, mais vraiment politiquement, elles ont très très peu de points d'accord. D'ailleurs, un proche de Giorgia Meloni m'avait confié à l'époque, je crois que je reprends cette phrase dans ce livre, mais Giorgia Meloni, bien avant d'accéder à la tête de l'État en Italie, elle avait été questionnée sur Marine Le Pen. Elle a dit non, mais Marine Le Pen, de toute façon, c'est une démago, c'est une socialiste sur le plan économique et c'est une progressiste sur la question sociétale. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et vous expliquez d'ailleurs que les gens au Rassemblement national n'ont toujours pas digéré le fait d'avoir été snobés par Meloni et se sont méprisés. Totalement. Et Giorgia Meloni, elle dit, en Italie, elle dit « je suis de la droite ». Et d'ailleurs, ce qu'elle a mis en place, c'est une union des droites. Oui. Elle est dans une logique. Voilà. Marine Le Pen, en fait, ça l'horripile. Elle déteste ce concept d'union des droites. D'ailleurs, elle tape sur les doigts de ses troupes quand ils ont le malheur d'en parler. Voilà, exactement.
Elle a mis au pas là, les députés qui ont été élus après la dissolution en 2024 qui commençaient à dire oui, bah, moi je ne suis pas contre l'union des droites. Je dis alors pas de ça ici. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, elle a une expression, elle dit moi je ne sais pas ce qu'est la droite. Enfin, voilà, ça veut tout dire si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est intéressant parce que j'avais travaillé un petit peu sur le populisme quand j'étais plus jeune en cours et ce qui était frappant, c'était des analyses qui consistaient à dire que le populisme n'est pas une idéologie épaisse. C'est parfois décrit comme une idéologie fine qui a besoin d'une idéologie épaisse sur laquelle s'agréger. Donc le nationalisme peut faire office d'eux, le marxisme parfois. Mais exactement. Le populisme seul n'existe pas. C'est vrai. En fait, il faut un national-populisme, un libéral-populisme. C'est ce qu'on peut voir avec Milei. C'est vrai que c'est intéressant. Vous avez c'est rarement associé. Un social-populisme qui est très courant en Amérique du Sud. Totalement. Et justement, en fait, ça vient s'agréger à une autre idéologie. Vous avez raison, c'est pas... c'est quasiment un style électoral, en fait. C'est un eux et un nous, c'est quelque chose de très charismatique, il y a un rapport à un leader fort, généralement. C'est pas un technocrate à l'allemande, un peu insipide. C'est-à-dire que le populiste insipide, il n'a aucune chance, globalement. Non, c'est sûr. Alors que sur un centriste, ça peut marcher dans certains cas. Il y a une espèce de côté de sérieux, de coalition, de coopération. Et le leader populiste, il est rarement dans ce moule-là. Il faut faire du bruit, il faut quand même casser les codes. Il y a un ressentiment anti-élite souvent qui est très, très, très fort, on en a parlé tout à l'heure. Exactement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, quand on regarde vous avez dit que le pur populisme n'existe pas. Quand on regarde le phénomène des gilets jaunes qui s'en rapproche quand même beaucoup, avec un appel au référendum, etc., sans médiation, la moindre tête qui menaçait de venir incarner le corps était un peu décapitée. C'est-à-dire que totalement. Le gilet jaune qui commençait à faire 2-3 plateaux. C'était une trahison à la promesse initiale. Voilà, c'était déjà, par rapport à l'horizontalité pure, c'était déjà une tête qui dépassait. Nous sommes le peuple, à partir du moment où il y a une tête, en fait, il n'est plus le peuple, il est Et ça, c'est dur à capter dans la durée. C'est quand même un défi important, alors pour Marine Le Pen en France, mais pour d'autres leaders populistes en Europe, d'arriver à rester une tête, d'être encore une tête sur un corps qui ne veut pas de tête. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est le défi des forces populistes quand elles arrivent au pouvoir. Et il y en a un qui a très très bien géré la chose jusqu'à une certaine limite, c'est Viktor Orban. En fait, et lui, vous mettez dans les populistes plutôt que dans les conservateurs ? C'est clairement un populiste. D'accord. Mais c'est clairement un conservateur aussi, non ? Alors totalement, il fait un peu la synthèse des deux blocs. Oui, mais en fait, il est conservateur, dans le sens où il est très attaché à la famille, il a une vision en effet civilisationnelle, identitaire, mais son mode de gouvernance, ses prises de position, et en fait, vraiment l'ADN, son ADN politique, qui pour moi prend le dessus sur ses prises de position, ce qui est déclaratif en fait. On voit son accès au pouvoir et la façon dont il s'y maintient est purement populiste. Pourquoi ? Quand il arrive au pouvoir en 2010, en fait, il est dans une logique, il faut relever le peuple magyar, hongrois contre une élite décadente, à l'époque social-démocrate, qui en fait s'accapare les ors de la République pour eux, et voilà. Ça, c'est une logique totalement populiste. Il arrive au pouvoir, ça devient l'élite du coup. Oui. Donc c'est là où... Est-ce que l'anti-élitisme survit à ce moment-là ? Voilà. Et alors qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est très intéressant. En fait, il change d'élite. Il passe au niveau supérieur. C'est-à-dire que il devient Premier ministre, enfin il redevient Premier ministre parce qu'il était entre 1998 et 2002 où là il était très libéral, mais c'est une autre histoire. Mais donc il arrive en 2010, il revient en 2010 au pouvoir dans des habits populistes et il arrive à continuer cet ADN populiste en visant une nouvelle élite qui est l'élite bruxelloise. Et il a une méthode fascinante qui perdure encore aujourd'hui. C'est qui est une arme de communication massive, qui est le plébiscite. Le référendum. C'est très fort. Vous allez en Hongrie, vous avez, en fonction de l'époque où vous y allez, vous avez quasiment une chance sur deux. Il y a un chemin qui de l'aéroport jusqu'à Budapest, des grands panneaux publicitaires. Oui, et souvent, ces panneaux publicitaires, vous avez
93% naï. Et en gros, c'est Oui. 93%, les Hongrois ont dit non. Et là, aux sanctions, à l'immigration, à Bruxelles, en gros. Oui. Parce que en fait, Orban va faire de façon très régulière des questionnaires. Voilà, va envoyer des questionnaires où la participation est assez faible d'ailleurs, avec des questions un tout petit peu biaisées, du style, alors je les ai plus de mémoire exactement, mais en gros c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que des hordes de migrants issus de l'Afghanistan, d'Érythrée Armé de couteaux ou et de Libye viennent s'installer sûr, près de chez vous avec leurs mœurs et coutumes et sans avoir aucune envie d'en changer, Ouais. en gros. Là, vous avez rarement des scores en dessous des 95% de non. Ouais, c'est clair. Et ce score, en fait, est mis en valeur par Orban, affiché sur sur des gros panneaux d'affichage, en disant, vous voyez, ma politique est soutenue plébiscité, bien et sûr. plus plébiscitée, et se sert aussi de ces plébiscites à l'extérieur, en Europe, en disant, vous voyez, vous n'êtes pas d'accord avec ma position politique, ça vous embête, mais moi je défends mon peuple. Au moment où vous avez eu toute une série de sanctions sur la Russie, Orban, qui était l'empêcheur en fait de sanctionner en rond vis-à-vis du conflit ukrainien avec Vladimir Poutine, il a fait un sondage comme ça. Donc on a eu, je sais plus, 96 ou 97% de non. Parce que la question c'était est-ce que vous êtes d'accord avec les sanctions européennes contre la Russie qui va provoquer une inflation de plus de 600% sur vos factures d'énergie? Non. Oui. Voilà. Après, le général de Gaulle aussi avait fait des référendums formulés de façon. Même Napoléon III, c'est Oui, vrai bien que sûr, c'est une un histoire, truc. c'est amusant. Et en fait, via ce mécanisme, d'autres, mais en fait on voit bien la logique populiste, c'est-à-dire qu'il se pose une légitimité vis-à-vis du peuple. Et quand vous allez voir en fait les Hongrois, mais même des Hongrois CSP+, je suis allé à Győr, qui est une ville à l'ouest qui est plutôt développée, enfin on est loin de la campagne hongroise, et ils sont très très pro-Orban, ils se disent enfin, lui, il a le courage de nous défendre face aux élites bruxelloises qui ont un autre agenda politique très différent du nôtre et qui veulent nous imposer. Et donc, il est initialement populiste, anti-élite hongroise, il devient l'élite en gouvernant, il garde ce ressentiment anti-élite, mais il le redirige à l'étage supérieur européen. Donc si on suit cette logique, s'il devient président de l'Union européenne, il va rediriger le sentiment anti-élite vers l'ONU, à l'étage encore au-dessus, en disant c'est eux qui nous empêchent de faire. Non, mais plus sérieusement, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours cette question de les populistes. Alors soit on parle des dirigeants, soit on parle des électeurs, mais les populistes veulent-ils / peuvent-ils gouverner? Il y a quand même ce moment où la contestation doit s'institutionnaliser, doit se rendre dans des institutions, s'asseoir sur un trône un jour et pas simplement rester le poing levé pour renverser le trône de la personne d'avant. Et est-ce que cette dynamique dégagiste, on parle de dégagisme en France, est-ce qu'elle est capable de se transformer, non pas en négation de la négation, mais en affirmation? Et avec Orban, vous avez l'air de dire que oui, en tout cas qu'il a cherché à défendre, à affirmer certains principes donc conservateurs, à les institutionnaliser, à s'ancrer, lui-même à se pérenniser. Et est-ce que c'est le cas d'autres populistes ou est-ce que dans certains gardent une espèce de posture contestataire permanente? Vous dites que Mélanie, par exemple, elle a un rapport à l'Union européenne très différent et une stratégie très différente. Justement, Giorgia Meloni n'est pas populiste. Elle est dans le côté conservateur. Mais c'est intéressant de comparer les deux. C'est-à-dire que cette logique populiste d'Orban, on va rester sur cet exemple hongrois, en fait a des limites, évidemment, parce que s'il est très populaire, il est resté très populaire dans son pays, le problème, c'est qu'à un moment, l'Union européenne n'a pas digéré cette logique du bras de fer permanent, des outrances de Viktor Orban, à tel point que certaines de ces décisions ont justifié, avec un rôle moteur du Parlement européen, en fait, l'activation de ce qu'on appelle l'article 7, qui est une procédure en manquement de l'état de droit qui permet de geler les fonds européens. Et là c'est fin de la partie en fait. Parce que en quelques mois, la Hongrie s'est retrouvée avec des fonds sur lesquels elle comptait et sur lesquels elle avait énormément besoin, parce qu'on était en période d'inflation, on était déjà après la guerre en Ukraine. Il y a 22 milliards d'euros qui sont gelés de fonds européens. Alors, ça fait 10% du PIB hongrois. Alors, les 22 milliards, c'est en fait un fonds pour la Hongrie sur 7 ans. D'accord.
à laquelle a été également gelé 5,8 milliards, qui était en fait le plan de relance post-Covid. D'accord. Ce qui fait qu'en 2022, la Hongrie est privée de 12 milliards d'euros. Et 12 milliards d'euros, en effet, c'est 10% du PIB. Quand vous êtes un pays comme la Hongrie, qui est un petit pays, qui est un pays sans accès à la mer, sans vraiment matières premières, qu'on vous gèle 12 milliards d'euros de votre budget à l'heure où il y a une inflation en raison de la guerre en Ukraine qui dépasse les 25%, qui dépasse les 50% pour ce qui est des denrées alimentaires. Juste après une élection, vous avez promis d'augmenter les profs, par exemple. Oui. Là, ça devient très compliqué. Et là, on voit en fait que la logique populiste, parce que l'Union européenne a riposté très fort. Exactement. La Hongrie fait partie d'un ensemble supranational, l'Union européenne, qui a des moyens colossaux pour en fait contre-attaquer. Et c'est le pot de fer contre le pot de, c'est le pot de terre contre le pot de fer, quoi. Oui. Ça, c'est quelque chose que Giorgia Meloni a totalement compris. Quand elle arrive, elle fait une campagne presque populiste, elle va très très loin sur ses marqueurs, sur l'immigration, contre les élites. Bon. Sauf que quand elle arrive au pouvoir, elle la joue très différemment que Viktor Orban. Elle ne va pas jouer le bras de fer, au contraire. Elle va donner des gages à tous ses homologues européens. Maîtrise des déficits publics, soutien à l'Ukraine, elle baisse d'un ton sur l'immigration, elle abandonne l'une de ses mesures phares qui était le blocus naval. Elle a même laissé rentrer beaucoup de personnes immigrées dans un premier temps, je crois. Alors, elle ne l'a pas laissé rentrer, c'est-à-dire qu'elle elle a régularisé. Oui, pardon. C'était en gros des travailleurs irréguliers qu'elle a régularisés, qui étaient là depuis en effet, sur un plan de plusieurs années, quoi. Et en gros, en fait, elle a serré la main qu'elle ne pouvait pas couper. Ouais. Et elle a joué le jeu de ses homologues européens, à tel point, elle a préféré l'entrisme au bras de fer. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est que une fois qu'elle avait rassuré ses homologues européens, elle est devenue assez proche en plus avec Ursula von der Leyen. Oui, ce qui était improbable il y a très peu de temps. Hein. Elle a gagné des marges de manœuvre politiques pour pouvoir dérouler son programme conservateur en Italie, sans que personne vienne hurler. Et puis, de fil en aiguille, elle a réussi à faire bouger la politique, parce que les circonstances le permettaient, mais elle a réussi à faire bouger la politique de la Commission européenne sur l'immigration. Elle a amené von der Leyen à négocier des accords bilatéraux avec l'Égypte, avec la Tunisie, en gros sur aide au développement en échange de une politique d'entrave, d'empêcher en fait des migrants de traverser la Méditerranée, ce qui fait que elle arrive exactement, voire à de meilleurs résultats qu'elle avait promis pendant sa campagne, mais en ayant joué le jeu de l'Union européenne. Puisque là, à l'automne, l'Italie se retrouve avec une pression migratoire qui a baissé de 65%. C'est historique, c'est inédit, par rapport à l'année précédente, avant son élection. Vous expliquez par exemple qu'Emmanuel Macron a initialement essayé de la marginaliser et que s'est retrouvé globalement à devoir faire attention, ne pas insulter l'avenir. C'est ça. Emmanuel Macron a fait une erreur en fait, mais assez excusable, c'est-à-dire que c'est un écueil dans lequel beaucoup d'observateurs tombent souvent, et que à partir du moment où vous mettez tous les nationalistes dans le même sac, vous pensez qu'ils réagissent tous de la même façon. Donc Emmanuel Macron s'est dit, tiens, je vais me refaire la cerise, je vais prendre taper très fort sur Mélanie. Je vais prendre le leadership en Europe de la lutte contre le fascisme, les chemises noires, les bruits de bottes, et donc lui il tape très fort. Giorgia Meloni est élu, il commence à mettre tout de suite en cause sa politique en disant qu'il serait vigilant. Il y a une sortie du ministre des Affaires européennes à l'époque qui assimile Giorgia Meloni à une crypto-fasciste. Sauf que le problème, c'est que Giorgia Meloni, elle, qui joue le jeu de ses homologues européens et arrive tout de suite à arrondir les angles, en fait, Emmanuel Macron, qui pensait prendre la tête de la lutte contre la fasciste, en fait, il devient seul
à ne pas avoir de relation normale avec Giorgia Ouais, bien Meloni, sûr. qui est en fait la nouvelle source de curiosité et en fait Qui représente quand même d'influence un en pays Europe, quoi. majeur de l'Union européenne, quoi. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec des députés européens, mais de tous les bords, hein, c'est factuel. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que l'Italie, politiquement, au sein du Parlement européen, a plus d'influence aujourd'hui que la France. C'est pareil, on n'aurait pas misé là-dessus au Ah non, moment mais de c'est l'élection pas de du tout. Meloni. Ah, pas du tout. Et c'est un phénomène ça rejoint un peu la question d'avant. Vous citez un intellectuel qui parle de romanisation des barbares Oui, oui, oui. comme processus de... Politologue Giovanni Orsina, Voilà, c'est ça. italien, qui travaille à l'université Louis de Sur, Rome. sur cet aspect, justement, la figure populiste qui s'institutionnalise, qui se normalise, et comment dire, les normes qui se décalent, notamment dans le Parlement, où le populiste d'hier est le monsieur cravate d'aujourd'hui, et les choses glissent comme ça progressivement. Oui, oui, exactement. Et alors, ce qui m'a intéressé également, c'est que vous parlez donc du Parlement européen, vous parlez du rapport de force. Qu'est-ce qui a changé avec les dernières élections européennes dans ce rapport de force et dans la constitution des divers groupes, notamment sur le côté le Front nationaliste, disons. Oui, Parce que vous avez fait l'exercice toujours risqué un peu périlleux, ouais, de publier de juste donner avant, des pronostics. ce qui fait une super promotion. Et en même temps, ce qui comporte le risque d'être démenti le lendemain, même si vous Alors, vous ça risquez va. pas des paris. Non, non, je suis content, je m'effondre pas. Non, du tout. Ça, Mais- ça tient très bien dans la durée. En fait, il y avait beaucoup agité la menace d'une Europe nationaliste. C'était arithmétiquement impossible. Donc voilà. Donc ce n'est évidemment pas ce qui est arrivé. En revanche, on voit qu'il y a une poussée très importante des forces nationalistes en Europe, qui a pour effet principal de déplacer si vous voulez, le curseur, le point de gravité du Parlement européen, et même de la Commission européenne, à droite. Et ce phénomène dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de la logique force libérale pro-européenne et populiste, qui est peu à peu remplacée à un retour du clivage droite-gauche, en fait, on le voit aussi au Parlement européen. C'est-à-dire que vous aviez une coalition centrale, lors de la dernière mandature, qui allait des Verts, en passant par la gauche et la droite européenne, la droite traditionnelle, le PPE, qui faisait 98% des textes. Et on voit de plus en plus qu'une alliance alternative sur différents textes, en fait, se crée de par les poids des différents groupes. Alors, ce que je n'avais pas du tout vu venir, pour le coup, dans mon livre, c'est ce nouveau groupe des Patriotes qui regroupe le Rassemblement national, le Vox espagnol, le parti Fidesz de Viktor Orban, et qui est devenu le troisième groupe européen. Et juste après, vous avez ECR, le groupe des nationaux conservateurs, donc, dont Giorgia Meloni, la chef de file. Mais en fait, finalement, toutes ces forces nationalistes sont arrivées à peu près à l'issue des européennes au niveau où on les attendait, donc c'est-à-dire très très fort. Ce qui fait que aujourd'hui, vous avez une série de votes. Là, il y a eu un vote sur la forêt où le PPE a voté, s'est allié au vote d'ECR, donc des nationalistes conservateurs. Ça a été le cas aussi, vous avez eu quasiment un bloc de droite uniforme qui se sont alliés pour voter pour condamner le Venezuela. Vous avez, quand on regarde la composition de la Commission européenne, en fait des postes extrêmement importants qui étaient avant donnés à des écologistes, à des socialistes, qui sont donnés à des gens de droite, des gens du PPE. C'est le cas du commissaire à l'immigration, c'est le cas du commissaire à l'agriculture, c'est le cas du commissaire à la pêche. Bon, alors ça, en fait, ça veut dire que le pacte vert, qui était la pierre angulaire de la dernière législature au Parlement européen, c'est fini. Ah, c'est intéressant. C'est fini. Ouais. Ce qui, d'ailleurs, a créé le mouvement de colère en fait, des agriculteurs aux Pays-Bas et qui a fait tache d'huile. En fait, ce pacte vert n'est plus possible aujourd'hui dans la composition des forces politiques au Parlement européen. Et puis, il y a quelque chose dont on a assez peu parlé en France, mais qui est très très important. Vous avez Raphaël Fitto,
qui est un Italien, membre du parti de Giorgia Meloni, donc Fratelli d'Italia, qui est l'ancien ministre en fait des Affaires européennes, qui a été nommé commissaire européen, mais vice-président exécutif de la Commission européenne. D'accord. Donc vous avez un nationaliste conservateur qui est vice-président de la qui est Commission. vice-président exécutif de la Commission européenne. Donc c'est intéressant parce qu'on voit la concrétisation dans la durée de grosses tectoniques électorales européennes qui finissent par s'institutionnaliser en haut, entre guillemets, Exactement. et essayer de répondre à une grosse poussée populaire d'en bas, quoi. Et alors c'est intéressant parce que si on se place dans les chaussures de stratèges d'un parti de centre-droit européen, quel qu'il soit, face à cette poussée sur votre droite, il y a plusieurs options. Toutes semblent à la fois risquées, étonnantes, improbables, très difficiles à faire éclore et à concrétiser. Quelles sont les différentes options qui s'offrent donc à un parti de centre-droit aujourd'hui, mettons qu'il ne soit pas au pouvoir en Europe, pour essayer soit de se maintenir au pouvoir, soit d'y arriver face à cette grosse poussée populiste sur sa droite? Il y a plusieurs possibilités. La première est de faire ce que beaucoup de droites européennes ont fait, c'est-à-dire des revirements d'alliance. C'est-à-dire, voyant leur effondrement ou l'effondrement de leurs alliés traditionnels du centre, en fait, mettre à bas c'est ce cordon sanitaire qu'ils ont mis des années à constituer avec des forces nationalistes, s'allier à ces forces. Donc option 1, faire sauter le cordon sanitaire. Exactement, s'allier à ces forces nationalistes qui sont dynamiques pour conquérir ou se maintenir au pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Suède. Et qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce que ça se termine quand il... Alors, le problème, c'est ce qui s'est passé en Italie. Le problème, l'exemple italien est intéressant, c'est-à-dire que, en gros, vous avez une force de droite traditionnelle qui se détourne du centre parce qu'elle est en perte de vitesse, qui va s'allier à des forces nationalistes en disant bon, je m'allie avec elle, comme ça, elle arrête de me piquer des électeurs. Moi, je récupère les classes populaires, voilà, et puis comme ça, je reste dominant. Le problème, c'est que quand une droite traditionnelle s'allie avec une force nationaliste, le résultat, c'est pas du tout que cette force de droite traditionnelle se réconcilie avec les classes populaires. Les classes populaires restent fidèles à la force nationaliste et la force nationaliste, en revanche, s'institutionnalise, gagne en crédibilité et en fait voit son assise électorale grandir jusqu'à ce que cette force nationaliste qui était supplétive au départ devient force principale et la force de droite traditionnelle en fait devient secondaire. C'est ce qui s'est passé en Italie en fait. C'est intéressant. Les premières forces nationalistes viennent un peu en support au gouvernement Berlusconi. Les normalise. Voilà. Et puis on voit aujourd'hui Giorgia Meloni est toute puissante sur la droite européenne, sur la droite italienne, pardon, en sachant que c'est très intéressant. Il y a des études électorales qui voient que ce sont les mêmes électeurs. Oui, bien sûr. Les électeurs qui étaient pour Berlusconi sont passés, ont voté pour la Lega à un moment. Et de Matteo Salvini, et c'est ceux qui ont voté pour Giorgia Meloni et qui... Mais dans une logique de dédiabolisation, il n'y a rien de plus dédiabolisant que le pouvoir, quoi. C'est-à-dire que pour s'institutionnaliser, c'est pratique d'avoir les institutions, dans tous les sens du terme. Après, pour continuer sur votre précédente question, c'est-à-dire une force... En gros, vous êtes une force politique de droite ou autre. Comment vous faites pour freiner les dynamiques nationalistes ou même les arrêter, quoi. Il y a quelque chose qui marche, mais il y a une condition qui est compliquée. C'est qu'il faut que ces forces de droite traditionnelles aient encore un poids critique important, ce qui n'est pas le cas en France. En fait, le parti LR, droite républicaine, en fait, c'est fini. Enfin, c'est plus une force de gouvernement, c'est un satellite. Il pourrait changer de politique. En fait, il n'aurait pas de masse critique suffisante pour le faire. Mais qui commence déjà à se comporter comme un satellite, dans la mesure où il y a Ciotti chez RN et Retailleau dans le bloc plus ou moins central. Mais en gros, la technique, c'est d'emprunter des témoins, des thématiques identitaires aux forces nationalistes et aller en fait leur couper l'herbe sous le pied. C'est un peu ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007 avec le Front National, ce qui a marché. Donc si Sarkozy avait réussi à garder ses électeurs en 2012, on aurait pu imaginer une marginalisation du paysage politique. Totalement.
Et on le voit en ce moment, par exemple, vous avez une grosse poussée nationaliste en Espagne, donc le parti Vox, qui s'est effondré aux législatives pas l'été dernier, celui d'avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le PP, le Parti populaire, donc le parti de droite traditionnel, a fait un énorme virage à droite et en fait leur a coupé l'herbe sous le pied parce que le parti était encore suffisamment fort, avait suffisamment de militants pour avoir cette force d'attraction par rapport aux électeurs de la droite nationaliste espagnole. C'est aussi le virage que fait la CDU, ça c'est très très intéressant, qui a réécrit en fait en fait, ils ont une déclaration des valeurs du parti qui a été réécrit en décembre 2023, où, en gros, par exemple, il y avait une phrase sur l'islam est compatible avec l'identité allemande. Bon. Ça a été réécrit. En fait, l'islam, si elle accepte les valeurs allemandes, si, voilà. Ils ont durci un peu en la fait, ligne. Ils ont rajouté une dimension d'assimilation. Qui était absente auparavant. Totalement. Qui était même critiquée par le parti. Enfin, c'est un virage à 180 degrés par rapport à ce que disait Angela Merkel à l'époque. Donc, un durcissement de la ligne, vraiment un virage à droite qui permet en fait de freiner, voire stopper la poussée nationaliste en Allemagne, c'est l'AfD. Donc ce que vous dites, c'est que en France, c'eût été faisable, mais avant. Ouais, là, c'est trop tard. La fenêtre de tir est finie. Et qu'il y a une autre option aussi dont on n'a pas parlé, qui est, mais là, la réponse est relativement évidente, garder le cordon sanitaire, ne pas changer la ligne, et à ce moment-là, mourir gentiment vers le centre. Enfin, c'est ça la troisième option pour les partis de centre-droit en Europe, non ? Oui, c'est ça, exactement. De stagner et décroître. Oui, en fait, c'est la grande dynamique, c'est-à-dire qu'on voit partout en Europe en fait, un effondrement du centre. Mais c'est intéressant parce que quand historiquement, si on reprend en fait, le schéma long terme, la crise financière a été quelque chose de très important, 2008-2009. Pourquoi ? Parce que, en raison de cette crise financière, les fruits de la croissance, puisqu'il n'y avait plus de croissance, en fait, ne pouvaient plus être distribués. Donc là, vous avez eu les premières victimes, c'est les classes populaires. Les classes populaires ont trouvé ça très injuste et ont commencé à se détourner en fait, des forces traditionnelles de gauche et de droite pour venir nourrir les forces populistes. Bien sûr. De gauche ou de droite d'ailleurs, ça dépendait des pays. Oui. Ouais, on a reçu Gaucher, et la citation d'introduction, c'était sur ça. On a tenté un coup à gauche avec Hollande, qui a capté Mélenchon, un coup à droite avec Sarkozy, qui a capté un peu chez Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et ensuite, on a essayé une fois chacun, c'est fini. Et en fait, ces classes populaires qui sont venues nourrir en fait, des forces populistes, les forces populistes sont devenues tellement importantes que le clivage entre droite et gauche s'est amenuisé. En plus, après le traité de Maastricht, les différences entre PS, par exemple, et UMP et LR en France, ça devenait assez léger. Et donc, vous avez un regroupement de l'ancienne droite et de l'ancienne gauche pour former, en fait, soit par la création de nouveaux partis, soit dans des régimes parlementaires, en fait, l'association des forces de droite et de gauche pour, en fait, avoir une coalition qui puisse combattre, faire le poids face aux forces populistes. C'est là où on est venu en fait à ce fameux clivage libéral pro-européen et forces populistes. Et en fait, là ce qu'on voit, c'est que non seulement ce magma, cette coalition entre les forces de droite et de gauche n'ont pas changé la donne, ils n'ont pas réglé le problème de la crise financière. C'est-à-dire que vous avez toujours des problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes sociaux sont toujours là. Donc les classes populaires se sont pas dit, bon bah très bien, on revient à la maison, au parti traditionnel de droite ou de gauche, d'où ils étaient partis. Ils sont restés dans les forces populistes. Le problème, c'est que vous avez de nouvelles questions qui se sont ajoutées à cette problématique sociale, qui sont des problématiques identitaires. Donc c'est la question du mode de vie, on en a parlé avec l'environnement, c'est la question Miss Univers transgenre, là on tombe dans le wokisme, enfin les revendications sociétales radicales, bon. Et du coup cet aspect identitaire fait que aux classes populaires viennent s'ajouter donc ce qui restait au parti traditionnel, une partie des CSP+, et des retraités, qui n'adhèrent plus à la conduite du monde, quoi. Donc qui viennent renforcer ce pendant populiste, nationaliste. Et donc, c'est ça, c'est soit c'est choisis ton camp, camarade, en fait. Bien sûr. La droite a un choix, soit elle vient s'associer
aux droites nationalistes en prenant le risque que ces forces nationalistes ayant les classes populaires, en fait, les dévorent et les écrasent dans la durée. Exactement. Marchepied qui est écrasé, quoi. Ils finissent par en faire des forces supplétives. Bon, le parti d'Éric Ciotti, c'est un peu ça, hein, l'UDR. Bon. Soit ils restent agrégés à ces formations du centre, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils vont continuer, en fait, ce déclin continue, qu'on voit de façon très prégnante ces 3-4 dernières années, mais en fait, qui doit être relié au déclin des forces de droite et de gauche traditionnelles depuis, en fait, la crise financière de 2008-2009. Et ce qui est frappant, c'est que ceux qui nous écoutent là depuis le début peuvent avoir le sentiment qu'il y a chez les Européens un désir très fort et peut-être même croissant de sortie de l'Union européenne. Alors que en réalité, c'est pas si clair. Et vous citez 2 événements qui ont un peu, je dirais, giflé l'euroscepticisme le plus violent et qui l'ont tempéré en tout cas, qui sont l'exemple, le contre-exemple anglais du Brexit et la question de l'Ukraine. Comment est-ce que ces 2 facteurs-là ont un peu refroidi les ardeurs de ceux qui voulaient non pas réformer, non pas amender l'Union européenne, non pas la refaire, mais vraiment s'en séparer de façon nette? Oui. En fait, c'est intéressant, c'est qu'il y a une mutation vraiment idéologique dans les bords nationalistes là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, en tout cas en 2015, il y avait 50 nuances de souverainisme, quoi. Enfin, il y avait les partisans du Frexit, de l'Italexit. Oui, il y avait une majorité de candidats au moins eurosceptiques à l'élection présidentielle française, par exemple. Exactement. Et c'était en soi significatif. Oui, tout à fait. Alors, celui qui était le plus europhile a gagné quand même, mais en tout cas, je me souviens de voir les débats où ils étaient tous là face à leur pupitre. La séquence Europe, chacun sortait ses flèches. On sait que Marine Le Pen, ça lui a un peu fait son entre-deux tours aussi sur ce sujet sans grand succès. Je pense aussi que la défaite de Marine Le Pen assez violente sur la question de l'euro. Elle avait essayé d'intégrer le programme de Nicolas Dupont-Aignan en catastrophe. Oui, puis avec la question de l'écu, c'était pas clair. Ça a fait un précédent inquiétant. Non, pour totalement. beaucoup de gens. Mais oui, et puis il y a eu en fait, ils ont été obligés de remettre à jour leur logiciel, parce que en fait, l'échec du Brexit, et vous avez raison, en fait, la question ukrainienne a fait que maintenant, en fait, cette myriade de propositions eurosceptiques se sont concentrées. En fait, il y a une unité maintenant. Qui est davantage eurocritique qu'eurosceptique. D'accord. Ce n'est plus il faut claquer la porte de l'Union européenne, mais il faut la changer de l'intérieur. En s'opposant à un dessein fédéral, dans le sens transfert de compétences à un organe supranational, mais réaffirmer en fait l'identité nationale, faire une Europe des nations en fait. Et en fait, c'est plus puissant parce qu'en fait, ils ont un dessein commun aujourd'hui sur ce point. Est-ce que vous ne pensez pas que la question de la sortie de l'Union européenne est aussi éminemment démographique, au sens où l'électorat de Valérie Hayé, par exemple, aux dernières européennes, on les a oubliés parce qu'il y a eu des grosses législatives entre-temps, mais c'était quand même des élections intéressantes à analyser. Sa pyramide des âges, c'était celle de la Corée. C'est-à-dire qu'elle faisait plus de 3 fois son score lorsqu'on passe des 18-24 ans aux 65 et plus. Je dirais qu'il y a un essoufflement du discours pro-européen dans les plus jeunes générations. C'est-à-dire que dans les générations plus âgées, il y a cette idée que les nations et le nationalisme, mais les nations quand même, ont fait la guerre et ça a été terrible. Et donc la façon de tempérer, voire d'annuler les forces belliqueuses des nations, c'est de faire une construction supra-européenne. Il y avait tout un récit autour de ça assez puissant, assez inspirant, assez dynamique. Et de part également l'inculture des jeunes générations, ce récit-là, à mon sens, perd, je le vois autour de moi, en force d'attraction et on a rarement la larme à l'œil dans la jeune génération sur l'aspect pro-européen. Ça existe avec Erasmus, ça existe avec quelques petites choses comme ça, mais les jeunes ont du mal, je pense, à se projeter dans l'Union européenne aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans 10, 15, 20 ans, il y ait un euroscepticisme beaucoup plus fort, beaucoup plus affirmé, qui, là aussi, attention à la prospective, même si là, c'est dans longtemps, personne ne verra,
Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y a un euroscepticisme croissant de par les bouleversements démographiques? Euh, c'est possible. Après, ce qui est intéressant, c'est que la construction européenne est quand même basée sur des États et les transferts de compétences n'ont pas été encore. Euh, Complète, oui, oui. c'est ça. Donc, en Encore fait, une marge de manœuvre nationale, le, étatique. Ouais. le fait, la construction européenne et la gouvernance fait qu'évidemment il y a un petit décalage entre l'opinion et ce qu'est réellement l'Union européenne. Surtout que de par les traités, vous avez la compétence de la Commission est phagocytaire, c'est-à-dire que plus elle avance, plus elle digère de nouvelles compétences, elle crée de nouvelles possibilités. Mais ce qu'on voit, c'est que cette dynamique dont on a parlé, c'est-à-dire de droitisation du Parlement européen et en fait de l'échiquier politique européen qui se retrouve même au sein de la Commission, fait que il y a un pendant souverainiste qui est de plus en plus affirmé et donc de garde-fous d'autant plus nombreux qui freinent en fait cette progression d'une Union européenne libérale, fédérale, enfin d'un supra-État. Euh, donc, plus ça va, en fait, cette poussée nationaliste qu'on voit a des conséquences également sur les instances européennes. Et donc, il y a des compétences qui ne pourront plus être transférées. Et on peut imaginer que, en fait, euh, l'Union européenne, en fait, peut muter de par ses membres. Bien sûr. Et en fait, ça sera un projet européen qui sera différent. Oui. Enfin, ça peut être La- une la- possibilité. c'est On vrai. imagine assez mal, en fait, enfin, c'est un peu ce serait un peu complotiste d'imaginer que les institutions européennes, d'elles-mêmes, juste par ceux qui en occupent les bureaux et qui ne sont pas élus, Oui, oui, bien sûr. décident de continuer dans leur coin cette logique de digestion de compétences et viennent prendre des décisions à la place même des États. C'est vrai. Euh, Non, non, bien sûr, mais il reste quand même une dimension démocratique qui bien fait sûr. que ce qu'on voit à l'échelle d'un pays, et dans de plus en plus de pays, alors il y a un temps de latence, hein, mais va être répercuté au niveau européen. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, il y a un processus de maturité. Justement, ça se voyait. À partir du moment où vous aviez 50 nuances d'euroscepticisme et que maintenant on voit que ce processus de maturité a fait que ça a été digéré et que Les barbares ont été romanisés. exactement, et qu'en fait il y a une forme. On est passé de pas d'Europe à une autre Europe. Hmm. C'est pas encore mûr, mais ça peut créer en fait un modèle d'Europe alternative vers lequel les institutions européennes, puisqu'elles sont démocratiques, en fait, vont tranquillement se déplacer au fur et à mesure que de plus en plus de pays y seront convaincus, ou pas d'ailleurs. Oui, Enfin, bien sûr. vous voyez. Ça va être intéressant. C'est-à-dire que la contestation nationaliste est quand même faite paraît faite pour durer et s'accentuer sans doute. Et si l'Union européenne ne veut pas se prendre dans le nez cette contestation-là avec potentiellement des désirs de sortie, etc., va être obligée de suivre et de suivre ou périr. En tout cas, de suivre ou s'amoindrir en perdant des membres. Et donc, il y a une espèce de course contre la montre ou de bras de fer dans la durée entre la montée de la contestation de l'Union européenne, en tout cas dans sa forme supranationale, et de ce transfert de compétences. Et d'ailleurs, comment dire, les populistes soulignent souvent le fait qu'il n'y a jamais eu de transfert de compétences dans l'autre sens, qu'il y a un pur effet cliqué où on donne un C'est doigt, vrai. puis un autre, puis un bras. Et donc, de ce point de vue-là, eux s'inquiètent en se disant mais on va jamais récupérer la monnaie, on va jamais récupérer telle ou telle compétence nationale. Et ça va être intéressant de voir ce bras de fer se poursuivre dans Bah, les années qui suivent. ça a commencé. Enfin, il y a eu des Oui, tentatives, oui, c'est notamment en vrai. Pologne, quand le précédent gouvernement, donc dirigé par le PiS, Droit et Justice, qui était un parti national conservateur, en fait, a bloqué des directives européennes et les ont fait passer. En fait, on fait même passer des parties de traités européens par leur cour de justice constitutionnelle en disant bah non, désolé, notre constitution est au-dessus en fait du droit européen puisque c'est la constitution nationale et à partir du moment où notre décision Hmm. constitutionnelle bat en brèche et juge inapplicable vos directives européennes, en fait vous les gardez quoi. Et donc alors finalement il y a eu c'est pas allé jusqu'au bout et en fait la Pologne a rétropédalé, mais c'est un précédent. Enfin, Oui, c'est intéressant. il y a un moment, il y a une réaction en fait des nations. C'est-à-dire que si l'Union européenne va plus loin,
qui plus est dans une époque et dans des circonstances où elle a le vent de face. Oui. En fait, sa légitimité, qui est quand même basée sur celle des peuples européens, elle peut se le prendre. À partir du moment où elle n'a plus cette légitimité, en fait, vous avez tout à fait des nations qui sont en capacité de renverser la table en disant, mais attendez, Oui, et pour le coup, il suffit également, et c'est pas impossible, d'une élection nationaliste en France ou en Allemagne pour que là, le rapport de force change complètement. le modèle change. Ouais. Mais d'ailleurs, l'exemple italien est assez parlant là-dessus. Oui, c'est quand même une grosse nation européenne C'est-à-dire, historique. Si vous prenez, mais on ne parle pas d'un changement de position sur 10 ans, on parle d'un changement de position en 2 ans. Il y a 2 ans, la politique migratoire de l'Union européenne et celle qui prévaut aujourd'hui, c'est un 180 degrés. On est passé d'une politique migratoire d'organisation d'accueil à une organisation migratoire en fait défensive. Vous dites que de 2012 à 2022, une augmentation des demandes d'asile de 250% Exactement. en Union européenne. Exactement. C'est gigantesque. C'est gigantesque, ouais, bien sûr. Et là, on voit Ursula von der Leyen qui va dans différents pays qui ne sont pas des pays de départ, mais des pays de transit de l'immigration juste avant de passer la frontière, dit « Ok, vous fermez tout. On vous paye, vous fermez tout. » Là, il y a eu des votes, notamment, sur la prise en compte des budgets européens sur des murs, aux frontières, ce qui était inconcevable il y a quelques années. Et on a parlé de différentes façons de contenir la poussée nationaliste. Il y a une nation qui a réussi à le faire. C'était pas le centre droit qui l'a fait, c'était la gauche, c'était au Danemark. Donc la Fondation pour l'innovation politique avait publié une note très intéressante là-dessus, intitulée Danemark, une fermeture consensuelle, Danemark sur l'immigration, une fermeture consensuelle, où là, une partie du programme contestataire nationaliste sur l'immigration a été appliquée en quelque sorte par les Danois de centre-gauche au pouvoir. Et sachant qu'être de centre-gauche globalement en parti européen, c'est pas la meilleure position à avoir statistiquement. Le Royaume-Uni là-dessus est un peu un des rares contre-exemples où ils ont réussi à gagner en étant de centre-gauche. Comment analyser le modèle danois et ensuite on réfléchira à quel point est-ce que ce modèle est potentiellement transposable en France ou pas du tout. C'est super intéressant. Parce qu'il y a vraiment un virage qui est pris dans de plus en plus de pays européens, des gauches européennes en fait, qui deviennent anti-immigration. L'exemple danois est très intéressant. Et d'ailleurs, il explique très bien en quoi l'immigration est le principal moteur des forces nationalistes en Europe. Vous avez 2 pays en fait qui sont voisins, c'est la Suède et le Danemark. Et ils nous ont donné entre les années 2000 et 2020, en gros, c'est une expérience chimiquement pure, presque de laboratoire, quoi. Vous avez 2 pays qui sont comparables sur bien des plans, pas démographiquement, pas au niveau de la superficie, mais au niveau des politiques, de l'histoire. Bon. Vous avez la politique, les Suédois, qui est le temple social-démocrate avec un État-providence très développé, qui s'est dit, on a notre État-providence et on a une politique généreuse, ouverte à l'immigration. Et on ne va pas choisir entre les deux. Et le pays voisin, donc le Danemark, qui au tournant des années 2000 dit, écoutez, on a une équation là, on ne peut pas faire les deux. Donc, soit on protège le joyau national qui est donc ce modèle social, cet État-providence que le monde nous envie. Dans ce cas, on ferme les frontières parce que les moyens limités de notre État ne peuvent pas subvenir aux besoins illimités du chaos du monde. Bien sûr. Voilà. Soit vous voulez continuer à avoir des frontières ouvertes avec de l'immigration, mais dans ce cas, on bascule dans un modèle libéral. Et c'est chacun pour soi. Chacun se soigne et c'est pas l'État qui paye. Mais vous choisissez. C'est très simple. Ils ont tous choisi le modèle social. Ce qui fait que la gauche danoise a repris et durci les politiques anti-immigration qui avaient été mises en place par la droite. Durci. C'est fascinant. Et à tel point qu'entre 2014 et 2019, je prends ces dates parce que 2014, c'est juste avant la vague de 2015 et 2019, c'est juste avant le Covid, qui fausse les chiffres en fait. Vous avez moins 85% de demandes d'asile au Danemark. Et c'est dramatique. Et ça a une conséquence politique
c'est que les forces nationalistes qui, à la fin des années 2000, étaient aux alentours de 10%, enfin bon, sont complètement marginalisés, sont en dessous des 4%, ils sont éclatés en plusieurs petits partis. Bon. Et les sociodémocrates, il y a 2 ans, en fait, sont réélus triomphalement en battant leur record de voix, alors que partout en Europe, la social-démocratie, en fait, chute, quoi. Oui, c'est ça, c'est Euh, une espèce de et, contre-exemple hallucinant. et je reviens en Suède, qui, eux, avaient fait le pari des frontières ouvertes, tout en gardant le modèle social. En fait, le nombre d'étrangers dans le pays, c'est-à-dire que vous avez un taux d'étrangers en Suède dans les années 85 qui est aux alentours de 2%. Aujourd'hui, c'est 27% en comptant la seconde génération. L'État-providence a été très largement privatisé, parce qu'en fait, financièrement, il ne pouvait pas subvenir. Il y a eu un tel afflux qu'ils n'ont pas pu l'intégrer. Donc, vous imaginez les conséquences sociales et en termes d'insécurité. La force nationaliste qui, dans les années 2000, oscillait entre 0,5 et 1,6, a dépassé les 22% et est devenue en fait la force cardinale du pays. Bon, voilà. C'est vrai que c'est une très bonne comparaison. Donc c'est assez ahurissant, enfin, c'est ahurissant, quoi. Et en fait, cette logique de une gauche qui dit attendez, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? C'est la générosité, mais c'est sous la forme d'un modèle social redistributif. C'est-à-dire les plus forts, les plus riches donnent aux plus forts, aux plus faibles, mais dans une logique un peu voilà, de service public généreux, mais qui fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut que ce soit en fait limité. Et ça, c'est un raisonnement qui gagne de plus en plus de gauche européenne. L'exemple extrêmement parlant, c'est en Allemagne. Vous avez un nouveau parti qui a été créé par Sarah Wagenknecht, qui est en fait l'ancienne numéro 2 de Die Linke, qui est en gros l'équivalent en Allemagne, pour faire vite, de la France insoumise. Donc elle s'est scindée de ses amis, voilà. Elle a créé son propre parti et le parti carbure. Et il carbure, et d'ailleurs il pique des voix à l'AfD. C'est-à-dire elle a une identité sociale très affirmée et anti-immigration. Vous voyez le chancelier allemand Olaf Scholz, pareil, qui durcit énormément son discours sur l'immigration, qui a un discours aujourd'hui beaucoup plus dur sur l'immigration que l'avait pourtant la chancelière de droite Angela Merkel. Et vous l'avez mentionné, Keir Starmer, qui pareil, Premier ministre britannique de gauche et qui a un discours extrêmement ferme sur l'immigration. Alors on s'est placé dans la peau d'un conseiller d'un parti de centre-droit. Si on se plaçait dans la peau d'un conseiller, notamment conseiller com d'un parti de centre-gauche, il y a peut-être un signifiant, un mot qui pourrait être utilisé pour faire la jonction entre ce que la gauche a été ces dernières décennies et une nouvelle dimension anti-immigration à incorporer pour essayer de lisser le revirement. Qui serait le signifiant, utilisé je crois d'ailleurs par l'allemande que vous avez cité, de justice. Parce qu'avec justice, il y a justice sociale, il y a, on aime les pauvres, etc. Et en même temps, il y a l'institution de la justice, donc fermeté, rigueur, sécurité, etc. Et ce serait intéressant de voir si ce terme réapparaît sous d'autres plumes, en France ou ailleurs. Et le cas français me paraît très intéressant parce que la Fondation Jean Jaurès là-dessus a fait des travaux. Alors déjà, ils ont fait une note sur le Danemark, comme la Fondapol, très intéressante. Ils ont fait un sondage pour montrer implicitement aux dirigeants de la gauche que leurs électorats sur ces questions étaient beaucoup plus fermes que ce qu'ils ne pensaient, et qu'une majorité d'entre eux voulaient plus de fermeté et moins d'immigrés dans le pays. Alors, sauf erreur, il y a même 52 ou 53% selon ce sondage de la France Insoumise, des électeurs de la France Insoumise qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. C'est ça, 51. Et c'est même pas... La question, c'est pas baisser l'immigration. Il y a trop d'immigrés dans le pays. C'est plus fort comme question. Ce qui est plus fort. Et 50% chez Europe Écologie Les Verts, et tous les autres, c'est plus élevé. Ouais. Donc, la note sur le Danemark, la note sur les sondages par le bas, et aussi une note par le haut, qui est de dire, historiquement, voici ce que la gauche a été, et parfois, Georges Marchais, etc., très fermement contre l'immigration. Et c'est intéressant de voir ça, parce que malgré ces efforts courageux et très instructifs, on a vu que la classe politique de gauche, alors généralement ne le tente pas,
Et quand le tente, Ah, ça se passe très mal. Ah, ça se passe très Les très deux mal. exemples que j'ai en tête, c'est François Ruffin, Exactement. qui en fait n'a rien dit de très marquant sur la question, Non, mais qui mais a rembobiné tout de suite. voilà. Et l'autre, Fabien Montebourg. Roussel. Ah, d'accord. Montebourg, il faut se souvenir de Arnaud Montebourg. Ah, bien sûr. En 2022, il propose de mettre la pression sur les pays comme l'Algérie et le Maroc, sur les visas, sur les transferts monétaires. Et c'est sa Sur la- propre, Et les équipe jeunes de avec campagne. Montebourg n'étaient plus avec Exactement. Montebourg. Les jeunes avec Montebourg le lâchent et il arrête sa campagne 2 semaines après. Bah, en fait, c'est sa propre équipe de campagne qui claque la porte. Complètement. Et ça, c'est pour moi un cas d'école très intéressant de espèce de masochisme électoral au sommet de la gauche, c'est-à-dire Twitter, les cadres, les attachés parlementaires et l'écosystème, qui punit toute figure de gauche qui pose un orteil dans l'océan des positions majoritaires sur la question de l'immigration ou du wokisme, etc. Totalement. Bah, alors, c'est très intéressant comme phénomène. À mon sens, il y a deux raisons. Il y a une raison historique et une raison politique. La raison historique, elle est, à mon sens, liée à Jean-Marie Le Pen. Parce que si Jean-Marie Le Pen a été le premier à mettre la question de l'immigration dans le débat public, il se qualifie d'ailleurs lui-même de lanceur d'alerte sur ce sujet, avec un anachronisme bon. Il a associé ce combat premier pour lui de l'immigration avec tellement d'outrance qu'il a rendu en fait cette lutte contre l'immigration radioactive, interdisant à toute personnalité politique modérée et a fortiori de gauche, même non modérée, de se joindre à son combat. Donc il l'a mis dans le débat public, mais en fait il l'a condamné du même geste. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que avant l'affaire du détail en 87, en fait vous aviez des personnalités de gauche en France qui, on pense à Georges Marchais, qui avaient des propos assez durs contre l'immigration. Après, impossible. Il y en a plus. Et en avant et en après, très fort. Il y a une deuxième raison, et en fait, ça perdure encore aujourd'hui. Parce que vous parlez d'immigration, vous êtes hostile à l'immigration aujourd'hui, vous êtes d'extrême droite, il y a encore cette assimilation-là, quand bien même il y a une façon sociale en fait, d'appréhender l'immigration. Oui, sur la baisse des salaires, toute l'analyse de Marx. Ce qu'on voit d'ailleurs dans les autres pays européens. Bon. Et il y a une autre raison qui est là une raison à mon sens de rapport de force politique, c'est que en fait on est resté dans les deux gauches irréconciliables, sauf qu'elles ne sont plus irréconciliables sur le social, mais encore une fois sur l'identitaire. Il y a cette gauche qui est aujourd'hui incarnée par la France Insoumise, mais pas seulement, qui a vu en fait qu'elle avait perdu les classes populaires et qui fait le pari, puisqu'elle a perdu cet électorat, d'avoir un autre électorat. Et donc, elle a fait sien en fait un discours, identitaire, dont notamment sur la question de Gaza, on l'a vu pendant les européennes, voilà, qui a pour logique de toucher un électorat jeune, très urbain, sensible à la politique spectacle, ce qu'on voit dans les différentes facs à Sciences Po, et un électorat communautarisé, majoritairement issu de l'immigration. Et du Terra Nova en moins chic. Oui, même du Terra Nova à la lettre, quoi. Bien sûr. Mais poussé, quoi. Oui. Et le problème, c'est que ce problème, en tout cas ce fait, c'est que ce pari de Jean-Luc Mélenchon, qu'il le décide en fait juste après la présidentielle de 2017, en fait c'est Éric Coquerel qui le pense, qui le dit d'ailleurs tout haut, qui l'assume, qui dit voilà, il a manqué à Jean-Luc Mélenchon 600 000 voix pour être au second tour. Oui, ça ils en ont beaucoup parlé. Oui. Ces 600 000 voix, 600 000 voix près. Ces 600 000 voix étaient dans les quartiers. En gros, bien sûr. Dans les gens issus d'immigration. En 2022, c'est plus 600 000 voix qui manquent à Jean-Luc Mélenchon, c'est 300 000. Bon, tout le pari, c'est... Après, il reste un second tour compliqué, mais oui, bien sûr. Oui, mais tout le pari, c'est combien de voix il manquera en 2027, voire il n'en manquera plus du tout. Oui. Et, c'est un pari sur l'avenir. Et en fait, quand vous avez ce pari-là, c'est impossible de prendre le parti pris d'être contre l'immigration. Et ce qu'il reste de la gauche, autre que insoumise, on voit, Oui, je parlais de la pyramide des âges du centre, mais celle du centre-gauche n'est pas formidable à voir non plus. En fait, d'ailleurs, on le voit
tout le reste de la gauche est en fait inféodé à la France insoumise, puisque ce sont des forces politiques, le Bien PS sûr. en tête, qui n'ont plus la force, la puissance, la masse critique en fait, pour faire élire ses élus tout seuls. Bien sûr. Donc le Parti socialiste est d'accord sur quasiment rien avec la France insoumise, mais est obligé de faire partie du même cartel électoral, parce que sinon, ils peuvent dire adieu à leur groupe à l'Assemblée nationale. Ils disparaissent en fait de la surface politique, au niveau national en tout cas. Ils peuvent garder quelques villes, évidemment, voire quelques régions au niveau local, mais au niveau national, Bien c'est sûr. fini. Ils peuvent éteindre la lumière. Et je crois qu'il y a 135 circonscriptions parlementaires, enfin à l'Assemblée nationale, de 135 circonscriptions rurales en France. Il n'y en a plus que 5 qui sont détenues par la gauche. Bah voilà, enfin je veux dire, Ouais, c'est très frappant. en fait, une gauche l'a emporté sur l'autre, et celle qui a perdu ce match était celle qui aurait pu, pour retoucher pour se réconcilier en fait avec les classes populaires, en majorité partie au Rassemblement national, en fait, avoir ce discours sur l'immigration. Mais en fait, la partie est déjà très largement perdue. Donc c'est pas forcément un masochisme électoral dans la longue durée. Ça l'est dans l'instant. D'ailleurs, je me souviens, les commentateurs politiques, juste après le 7 octobre, sont abasourdis de voir la position maximaliste que tient Mélenchon tout de suite, Ah, oui. en se disant, mais là vraiment, il se met à dos les médias, plein de gens, et les modérés, et même les moins modérés, mais modérés un peu quand même, et en fermant des portes. Non, mais Et si vous voulez, c'est la continuité. Vous avez cette marche contre l'islamophobie oui, oui, qui oui. arrive en 2018-2019, je crois. C'est le virage d'une partie de la gauche avec la France insoumise en tête. Hmm. La contestation de la loi de 2004 contre le port du voile à l'école. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des marqueurs qui ne sont plus des marqueurs sociaux, mais qui sont des marqueurs identitaires Bien sûr. qui visent en fait à toucher un électorat communautarisé. Encore une fois, on a beaucoup parlé de ça avec Gaucher ici sur l'affaire du foire de Creil de 89, Exactement. qui anticipe un peu déjà cette Totalement. fracture à gauche, qui est toujours aussi présente aujourd'hui. Et alors, il y a quelque chose qui m'a particulièrement passionné dans votre ouvrage, c'est le rapport à la diabolisation dans Ah oui. différentes nations. Quand on pense à la situation française, ça donne des comparaisons assez lunaires, parce que les démocrates de Suède, pour le coup, il y a 20 ans, étaient fondés, je crois, par des néofascistes. Des néo-nazis. Des Ouais. néo-nazis. Authentiques. Hein. Pur et dur. Ouais, Exactement. totalement. En fait, ils se créent en 88, c'est ça, par des néo-nazis. Et aujourd'hui, sont assez tranquillement installés. Pareil, Giorgia Meloni, bon, elle avait 15 ans, mais elle explique que Benito Mussolini, c'était très bien. Oui, oui. Et puis après, bon, bah, C'était un grand patriote. voilà, c'est ça. Mm. Et entre-temps, bon, bah, j'ai changé d'avis, et Exactement. élisez-moi, et ça Mm. marche. Mm. Et nous, on a une espèce de bateau de Thésée. Donc j'avais fait un peu de métaphysique que j'étais à l'université, c'est très compliqué, mais il y avait un exemple qui était amusant, qui était le bateau de Thésée, donc les gens connaissent un peu. Thésée a un bateau, il est endommagé, il doit le changer, donc il enlève un morceau de bois, 2 morceaux de bois, 3 morceaux de bois, il change la proue, etc. À quel moment est-ce que ce n'est plus le même bateau? Bon, Marine Le Pen, le parti n'a pas été fondé par elle, elle a viré son père, elle a changé le nom, elle a changé le lieu, elle a changé le programme, elle a changé les mesures, et malgré ça, il y a encore une espèce d'aura sulfureuse partiellement présente. Tandis que dans d'autres pays, ça a été littéralement fondé par des néo-nazis, en démocrate de Suède, et ça va. S'il y a eu des éloges d'un vrai fasciste avec Mussolini, et la même personne peut être élue, comment expliquer ce décalage entre la France et d'autres nations européennes sur la question de la dédiabolisation? Alors, il y a un décalage, mais il faut voir aussi le chemin parcouru, C'est la vrai. dédiabolisation du Rassemblement national en France. Ils font x3 de 2022-2024 Non. entre les deux législatives en quantité de voix. Oui, et puis même au niveau de la façon dont ils sont traités par les institutions. Enfin, je veux dire, on sort d'une période d'actualité assez dense, politique, où il y a eu un fait marquant, dont on a assez peu parlé, parce qu'en fait, il se passait tellement de choses avec cette motion de censure du gouvernement de Michel Barnier. Mais vous avez, pour la première fois de l'histoire du Front National devenu Rassemblement National, un gouvernement en exercice qui a assumé au grand jour de négocier Oui, oui. avec un parti nationaliste et lui donner des concessions. Enfin, c'est inédit. Je veux dire, on ne peut plus parler de diabolisation. Alors bien sûr, ils vont réessayer aux prochaines élections, mais c'est quand même très compliqué vis-à-vis d'un électorat
de négocier avec une force politique en lui donnant des concessions le lundi, pour le mardi l'ostraciser, l'assimiler à la lèpre populiste ou des néofascistes. Il y a un moment, il y a une question de cohérence. C'est compliqué. Ouais. Ça devient très compliqué. Bon, alors, parenthèse mise à part, oui, vous avez raison. En fait, c'est très intéressant. On voit que cette logique de diabolisation, partout en Europe, des forces nationalistes, qui passe toujours un peu par la même chose, c'est-à-dire un mécanisme d'assimilation de ces forces au totalitarisme génocidaire du XXe siècle, ou vraiment des affiliations historiques très lourdes. C'est-à-dire que peu importe ce que propose ce parti aujourd'hui, peu importe qui le peuple, qui en sont les porte-paroles, il est toujours ramené et défini exclusivement à ceux qui l'ont créé. Bon. Le problème, c'est que ça ne marche plus. Il y a une forme d'usure. Ça résonne un peu comme des vieux tubes des années 80. Où, en fait, on l'entend, mais on ne l'écoute plus, quoi. Oui, j'entends. Parce qu'on est tellement habitué. Et en fait, sur l'électorat, ça ne marche plus. Et voire, ça a même un effet contre-productif, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que ces partis-là, puisqu'ils sont en dynamique et qu'ils ont un poids dans les différentes assemblées politiques, que ce soit au niveau local ou au niveau national, sont traités de plus en plus comme des partis normaux, sauf au moment des élections, où là tout le monde se cabre et la machine à diabolisation reprend. Sauf que ça a un effet intéressant, c'est-à-dire que ceux qui entonnent en fait cette diabolisation font souvent partie des élites culturelles, politiques, financières, économiques, médiatiques. Bon. Et en fait, l'électorat, notamment populaire, voit en fait ce mécanisme de diabolisation. En fait, ils disent, en fait, ça vient justifier et légitimer le discours et la position anti-système de ces forces nationalistes. D'un système devenu honni par de plus en plus de gens, parce qu'ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Donc, au lieu d'abattre et d'ostraciser des forces politiques, ça les met à part en les montrant et en les installant comme la seule force véritablement, la seule alternative, alternance véritable en fait. Et c'est très marrant, moi j'en avais parlé avec un proche de Giorgia Meloni, qui est devenu maintenant secrétaire d'État à la présidence du Conseil, donc qui est vraiment une sorte de mi-conseiller stratégique politique, et c'est une sorte d'Alexis Kohler de Giorgia Meloni. Et il disait, c'est génial parce que nous, on a eu ça juste avant l'élection de Meloni. Ils se sont tous mis en même temps, les élites universitaires, les stars du football, les chanteurs, les médias, les journalistes. Ce qu'on a vu en France lors des législatives, pour le coup. Et ils sont tous mis à dire, voilà, c'est la fasciste, c'est Benito Mussolini en jupe qui arrive. Bon. Et en fait, il y a eu un effet, en fait, il y a eu un regain de participation à partir du moment où il y a eu cette campagne de diabolisation. Parce que, en fait, l'électorat était mûr et en fait, ils se sont dit, je ne savais pas si j'allais voter, mais non seulement j'ai voté, mais j'ai voté Meloni parce que je vais mettre une claque à tout ce système d'un électorat notamment, par exemple, parce qu'il y a eu sur toute une partie de la population italienne, en fait, les salaires n'ont pas évolué pendant de nombreuses années malgré l'inflation. Donc, il y avait un côté ras-le-bol, et donc il y a un vote défouloir qui se libère par en fait cette diabolisation. Oui, ce qui est souvent peu anticipé, c'est que si une personne X appréciée dit je n'aime pas Y, bon, c'est pris comme un désaveu de Y, mais si la personne X est détestée et dit je n'aime pas Y, c'est pris pour un compliment pour la personne Y. Et donc là, certains méjugent l'ampleur de leur impopularité dans un contexte où il y a une crise de l'autorité généralisée et un anti-élitisme extraordinairement fort. La parole des élites est prescriptrice, mais un peu à l'envers. Et certains jouent avec le feu avec ça en ne comprenant pas qu'ils nourrissent ce qu'ils souhaitent critiquer en critiquant ces choses-là. Oui, tout à fait. Mais juste sur les démocrates de Suède, en fait, moi j'ai une histoire qui m'a beaucoup intéressé quand je suis allé à Stockholm sur cette question de la diabolisation, limite de la diabolisation. Donc, le Parti des démocrates de Suède, fondé dans fin des années 80 par d'authentiques néo-nazis. Bon, dans les années 2000, ils changent totalement leur doctrine, ils changent d'idéologie, ils rompent avec leur passé, ils virent les cadres néo-nazis pour le coup. Donc, ils changent quand même d'identité, mais
C'est assez intéressant parce que vous avez une fierté nationale en Suède qui s'appelle Stieg Larsson, qui est connu mondialement pour être l'auteur des bouquins Millennium. Vous dites que c'est les Levi Plenel scandinaves. Exactement. En fait, nous, on le connaît pour ses romans noirs qui ont carrément créé un style littéraire de bouquins qui sont géniaux d'ailleurs. Mais il était connu nationalement parce qu'en fait, c'était un grand journaliste d'investigation. Il a commencé en étant agencier, donc en faisant des dépêches, ce qu'on connaît par exemple pour l'AFP. Et puis, il a démissionné, il a créé un journal d'investigation qui s'appelle Expo, un peu du type de Mediapart. Et Expo, qui était très, très, très populaire, qui était un journalisme d'investigation engagé, antifasciste. Et Stieg Larsson a couvert la création des démocrates de Suède et 80% de sa production journalistique, de lui et de ses disciples, parce qu'il est à l'origine de toute une nouvelle génération de journalistes en Suède, était pour attaquer les démocrates de Suède, alors qu'ils étaient très marginaux. Dans l'échiquier politique, ils n'étaient même pas 1% à l'époque. En les attaquant sur un biais moral, en faisant un procès historique. Et en fait, tous ses disciples ont repris, parce qu'il est mort de façon... il a eu une crise cardiaque et il est mort très jeune, mais ses disciples ont continué son combat. Expo existe toujours. Et donc moi, je suis allé rencontrer ces disciples, notamment l'actuel patron d'Expo, qui était... il y avait quasiment une relation filiale avec Stieg Larsson. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez commencé le combat, les démocrates de Suède, ils étaient à 1%, aujourd'hui ils sont à 22%. C'est la force cardinale du pays. Enfin, je suis pas naïf au point de penser qu'un journal peut faire ou défaire la politique, mais quand même, il y a un truc qui n'a pas marché, quoi. Il me dit, vous avez raison, on s'est loupé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, on a passé trop de temps à nous concentrer sur les démocrates de Suède et trop peu à nous poser la question de pourquoi les gens votaient pour eux. Et en fait, c'est très intéressant parce que en fait, ce mécanisme de diabolisation qui peut être contre-productif, comme on l'a dit, aussi occupe de la bande passante qui pourrait être utilisée pour en fait, se questionner sur les vraies causes du vote des électorats pour ces forces nationalistes, des électeurs qui sont de plus en plus nombreux qui votent pour ces forces nationalistes. Et donc les grands vecteurs de vote, c'est ça, l'immigration, prégnance nouvelle des sujets identitaires, une sorte d'angoisse en fait sur la question du mode de vie notamment. Et ce qui est très amusant, c'est de voir à quel point la façon de se défaire de la diabolisation passe déjà par l'essoufflement du processus, comme on l'a raconté là, mais aussi par, non pas la disparition d'une figure qualifiée d'extrême droite dans l'espace public, mais par le déplacement de cette figure. Donc c'est dont Marine Le Pen a bénéficié en France avec l'arrivée dans Politique d'Éric Zemmour, où dès le début, des théoriciens du RN se mettent à dire, en fait, alors c'est pas dire qu'ils n'ont pas eu peur non plus, mais en tout cas ils se sont dit, il va nous recentrer, c'est pratique, on aura quelque chose de plus à droite que nous, qu'on pourra fasciser. Il y a ça tout le temps en permanence au Parlement européen où différents groupes se créent et se reforment et à chaque fois on explique que le groupe plus à droite que soi c'est vraiment les dangereux méchants mais pas nous et je trouve que ça souligne quand même la permanence de ce mécanisme qui est que même lorsque les acteurs de la pièce changent le scénario reste le même. C'est-à-dire que même quand c'est plus mon parti qui est fascisé, il reste un parti fasciste à fasciser pour me défasciser moi-même en fascisant ce parti plus à droite que moi. Mais totalement, oui. Oui, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, pour le coup, pour la campagne présidentielle de 2022, c'est vrai que après avoir eu extrêmement peur d'Éric Zemmour au Rassemblement national... Aujourd'hui, il jure que non. Mais pour le coup, même les sondeurs n'avaient jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on arrive en septembre-octobre, Éric Zemmour n'est pas encore officiellement candidat, et il prend 10 points à Marine Le Pen en 1 mois et demi. Ça n'est jamais arrivé en fait. Une progression. Le spectre d'un toboggan. Et s'il prenait 15 points, elle n'aurait pas pu se relever. En fait, c'est la question. Un blitzkrieg, attaque de vitesse, vous tuez l'adversaire, c'est gagné, vous n'y arrivez pas, c'est vous qui êtes mort. C'est un peu ce qui s'est passé avec Éric Zemmour. Il a pris 10 points, il aurait pris 15 points, c'était fini.
Et après, vous avez raison, en fait, le Rassemblement national s'est servi d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a permis de radicaliser une partie de l'électorat qui était plutôt attachée à une droite traditionnelle CSP+. type LR, exactement, et qui a servi notamment de paratonnerre en fait, par des propos outranciers, à concentrer les critiques, notamment médiatiques, sur lui. Après, on se souvient de la campagne d'entre-deux tours. Ça a recommencé. En 10 minutes. Mais ça va tout à fait dans le sens de mon propos. Il n'existait plus le paratonnerre. Exactement, ça s'est déplacé sur Marine Le Pen. Moi, je me souviens d'un hebdomadaire qui avait fait ce tweet tout à fait fin et mesuré, où il disait qu'en fait, si Marine Le Pen devenait présidente de la République, elle serait à la tête d'un certain nombre d'ogives nucléaires dont elle pourrait saupoudrer l'Asie, l'Amérique du Sud et une partie de l'Europe. C'est des mécanismes. Bon. Oui. Alors, après, là où il faut mettre quand même une petite notion je tempérerai le propos, c'est que ça dépend beaucoup du mode de scrutin. Si vous êtes en scrutin majoritaire à 2 tours, il y a une logique qui est qu'à la fin, c'est le plus raisonnable qui gagne. C'est vrai. Oui, le plus proche du centre. Voilà. On a des institutions qui favorisent le centrisme, soit avec De Gaulle. C'est pour ça que le meilleur scénario de victoire d'une Marine Le Pen au second tour d'une présidentielle, c'est qu'en fait, elle soit au second tour face à Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu cette logique. Si vous êtes dans un scrutin proportionnel, c'est déjà beaucoup plus différent. C'est plus... Voilà, vous pouvez avoir intérêt, non pas à ce qui est un diable, voire de l'être vous-même. Ça dépend des circonstances. C'est un peu le cas aussi du scrutin majoritaire à un tour, qui revient à une proportionnelle. Vous avez en fait 2 pôles. D'une certaine façon, on peut le comparer aussi au système américain. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous avez 2 pôles où la victoire est ce que vous incarnez, mais surtout le rejet que vous arrivez à susciter de votre adversaire. Donc voilà, ça dépend du mode de scrutin. Mais sinon, c'est vrai que c'est une logique, ce scénario qui se répète. En France, on connaît ça très bien, et ça se voit aussi notamment au Parlement européen. C'est-à-dire que qu'est-ce qui normalise les nationaux conservateurs, tout nationaliste qu'ils soient, c'est l'existence d'un groupe populiste vers lequel il y a toujours ce cordon sanitaire, et on se bouche le nez, et puis on ne va pas à leurs réunions, on ne va pas à leurs congrès, on ne vote pas leurs amendements. Et en fait, ça permet aux nationaux conservateurs d'avancer de concert avec la droite traditionnelle du PPE. C'est intéressant. Il n'y aurait pas ces nationaux populistes, peut-être que ce cordon sanitaire serait entre le PPE et les nationaux conservateurs. Il y a un point méthodologique qui arrive très tôt dans votre ouvrage et qui va arriver ici à la fin de l'entretien, mais que je trouvais très intéressant, qui était que vous n'utilisez pas le terme extrême droite, auquel vous préférez la notion de nationalisme. Pourquoi avoir fait ce choix dans cet ouvrage ? Alors, en fait, ça fait 6-7 ans que je couvre des forces nationalistes, donc ça soit au Figaro au Point. Et j'ai été très vite confronté à cette question sémantique. Ce terme extrême droite qu'on voit partout, et qui est même une question, c'est-à-dire que si vous l'employez ou non, vous êtes catalogué d'une certaine façon. Enfin bon, ça devient un petit peu, ça devient dément. Moi, j'ai toujours été très gêné par ce terme d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que en fait, il n'est pas scientifique. Il n'y a pas de définition unique arrêtée du terme extrême droite. C'est ce qu'on appelle un mot valise. Vous dites qu'il y en a 20, 40 ou 100 selon la personne à laquelle on pose la question. Exactement. Et d'ailleurs, quand vous regardez ces 40 définitions, les critères les plus récurrents ne conviennent pas aux forces dont on parle. Oui, donc anti-parlementarisme. Vous avez le nativisme. Oui. Enfin, personne ne défend ça. Voilà. Vous avez l'antiparlementarisme. C'est bête, depuis 72 qu'existe le Front National devenu Rassemblement National. Ils demandent toujours la proportionnelle. Oui, c'est ça. Et puis ils n'ont jamais contesté une élection. Vous avez l'autoritarisme, la prise de pouvoir par la force. C'est problématique en fait. Mais au-delà de ça, moi en tant que journaliste, j'essaie d'avoir alors le fait de traiter tel ou tel sujet, il y a toujours un biais personnel, parce qu'on n'est pas des robots, quoi. Mais on essaie de faire notre travail intellectuellement, honnêtement. Si on ne peut pas être totalement objectif, on fait une somme de subjectivité pour s'approcher le plus possible. Bien sûr. Bon, et en fait, le terme d'extrême droite, le problème, c'est que
que vous soyez de gauche, du centre, de droite, ça ne va pas recouvrir la même réalité. Or, quand j'écris et que j'emploie un mot, j'aime que mon lecteur puisse me comprendre sans connaître ma biographie, quoi. Sans me situer sur l'échiquier politique. Ce terme est tellement galvaudé d'extrême droite que l'actuel premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, avait traité Manuel Valls d'extrême droite. Bien sûr. Bon, à partir de ce moment-là, si vous voulez, puis même j'étais allé à une conférence où Édouard Philippe parlait et il a eu ce propos assez drôle. Il dit de toute façon, la différence entre la droite et l'extrême droite n'est pas une différence de degré, mais une différence de nature. Je veux bien, mais... il va falloir l'expliquer. Oui, non, et puis surtout, si une droite est l'extrême de l'autre, c'est qu'il y a une question de degré. Donc oui, en fait, bien sûr. Bon, voilà. Et puis, un dernier argument pourquoi je suis très maladroit avec le terme extrême droite, c'est qu'il est employé souvent à dessein, d'ailleurs, pour des questions militantes, mais les militants font ce qu'ils veulent, ils sont militants, ils ne sont pas journalistes. En fait, ce terme d'extrême droite est utilisé pour parler de choses très différentes. Les totalitarismes génocidaires du XXe siècle, des groupuscules violents qui ne se présentent pas à des élections et qui veulent prendre le pouvoir par la force, enfin qui sont anti-républicains, et des partis politiques qui sont depuis plus de 50 ans dans l'échiquier politique, qui n'ont jamais, en fait, qui s'inscrivent dans le jeu républicain et qui ne contestent pas les élections. C'est super compliqué d'avoir le même terme pour parler de trois réalités aussi différentes. D'autant plus que notre langue est suffisamment riche. Il y a des termes qui sont scientifiquement arrêtés. Le terme de nationalisme est intéressant en ce qu'il a une définition arrêtée, voilà, et que ça rattache ses forces à plus de 2 siècles d'histoire et de filiation idéologique. Et c'est toujours intéressant de voir où on en est, en fait, quand vous prenez une idée, d'où elle part, où est-ce qu'elle en est, en fait. Exactement. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant. Typiquement, si on avait fait tout l'entretien à parler d'extrême droite, on n'aurait pas du tout pu analyser la nuance entre les nationaux populistes et les nationaux conservateurs. Ça aurait été un même terme qui aurait englobé les deux, alors que ça aurait rendu la chose beaucoup moins intéressante, déjà. Par exemple. Exactement. Bon, et pour sortir une conversation sémantique intéressante, mais pas la plus passionnante de toutes, je précise par ailleurs que Jean-Yves Camus, qui est une sommité sur la question de l'analyse de l'extrême droite, est cité dans l'ouvrage et étaye complètement vos propos qui vont dans cette direction. La question que je voulais vous poser... C'est un très fin connaisseur, notamment des différentes forces nationalistes en Europe, notamment des démocrates de Suède. Voilà, et il a connu, on parlait de Stieg Larsson, il a très bien connu Stieg Larsson, il l'a même traduit en France. Donc, ça, je ne savais pas. C'est amusant. Jean-Yves Camus, qui ferait un très bon invité de transmission un jour à faire, maintenant que j'y pense. La question que je voulais vous poser, Charles Sapin, c'est: y a-t-il un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt ? Est-ce qu'il y a un ouvrage que j'aurais aimé avoir lu plus tôt ? Oui, mais je ne veux pas être super original. Mais, c'est pas grave. Non, mais c'est l'histoire de France de Jacques Bainville. Ah. Parce que je suis en train de le relire pour le raconter à mes enfants. Et c'est fait pour être raconté. Ouais. C'est assez chantant. Non, mais exactement. Et puis en fait, ce livre est fabuleux en ce qu'il. Moi, je l'ai lu tard en plus. J'étais vraiment un étudiant médiocre et je me suis mis à lire très tard donc voilà, j'ai fait plein de découvertes sublimes sur le tard. Mais c'est vrai que c'est un livre important parce que il y a ce récit historique qui nous dit, en fait, qui nous fait pousser nos racines, quoi, et qui nous dit d'où on vient, ce qui est toujours assez pratique quand on se pose la question de où on va. Oui. Il y avait une très belle phrase de C.S. Lewis là-dessus qui disait « Parce que nos ancêtres ont été grands, nous avons la lourde charge de l'être, mais c'est précisément parce qu'ils l'ont été qu'on a toutes les chances de l'être. » Donc à la fois une sorte d'obligation un peu écrasante, et en même temps une sorte de promesse, je le paraphrase, mais c'est un peu l'idée. Et plus généralement, et je dis ça notamment, je m'adresse là également aux journalistes, en quoi est-ce qu'il est important de lire, notamment quand on fait du journalisme ? En fait, le temps au-delà du fait de ce que vous lisez, rien que le temps de lecture est extrêmement précieux, c'est inestimable, je pense pour tout le monde, mais presque plus pour un journaliste, parce que c'est un refuge face au flux, au pluriel. Flux des réseaux sociaux, flux de la vie, flux de l'actualité en fait. Et il y a un moment nécessaire de recul
où vous vous posez dans un fauteuil et vous prenez votre bouquin, vous mettez loin votre portable. Ouais. En fait, il y a un moment de silence qui se crée et de réflexion et de dialogue avec ce que vous lisez qui a assez peu d'équivalent en fait. Donc c'est très important. Et puis l'importance de ce que vous lisez aussi, puisque il y a quelque chose dans ce qu'on lit, il y a quelque chose qui reste, et ça c'est très précieux, notamment quand on est journaliste. On lit des papiers toute la journée, des articles, des tweets, mais finalement tout ce qu'on lit sont des bribes d'informations, d'opinions qui sont éclairées par une fenêtre de temps très restreinte, c'est-à-dire c'est vraiment à la lumière actuelle. Et un livre, il y a une recherche de pérennité qui est intéressante, qui permet en fait d'ouvrir un imaginaire, si c'est un roman, de voir ou de voir en fait la même réalité mais sous un prisme différent parce qu'à une époque différente. Je prends juste un exemple parce que j'ai pas été super clair, je m'en rends compte, mais justement pour faire ce livre, là où je me suis rendu compte qu'on était on n'était pas que face à des forces nationalistes qui grimpaient ici ou là. On était face à mon sens, à un grand mouvement européen, comme on en connaît 2 fois par siècle. Une tendance lourde très profonde. Exactement. Printemps des peuples, 48, révolution bolchevique, 1917, vous avez les grands totalitaristes des années 30. Je pense que ce mouvement nationaliste est vraiment un de ces grands mouvements. Et en fait, cette idée-là m'est venue en lisant un journaliste qui a écrit des livres durant l'entre-deux-guerres, qui s'appelle Henri Béraud, qui était un très très grand journaliste qui avait énormément de succès, qui a une plume fabuleuse et qui avait fait exactement la même chose durant l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'il s'était baladé dans toutes les capitales européennes. Et en fait, il a vu la montée et la création du fascisme il est en Italie, et il a vu en fait cette vague de totalitarisme européen. Bon, alors après, il est devenu complètement fou, il a fait des pamphlets antisémites, enfin, voilà, ce qu'il a fait après, il était collaborationniste, donc bon... il avait vu une tendance lourde là aussi. Oui, totalement. Non, mais en revanche, ces reportages et ces livres journalistiques d'entre-deux-guerres, où il est vraiment dans une distance analytique, il ne prend pas parti, il n'est pas du tout dans l'opinion, en fait, m'a beaucoup nourri dans les parallèles que j'ai vus avec mon propre travail journalistique, où j'ai fait ça, en fait, ouais, c'est ça, 60 ans, 70 ans plus tard, et donc c'était intéressant. La lecture m'a beaucoup enrichi en ce qu'elle m'a permis de faire la différence en ce qui est contemporain, enfermé vraiment dans ce qu'on vit, et ce qui est des tendances beaucoup plus lourdes, qui sont des permanences. Et en fait, les seules choses qui nous permettent de le comprendre sont les livres, à mon sens. Complètement. C'est-à-dire que le journaliste a pour métier de flairer et de surveiller l'actualité, ce qui peut mener au vice de prendre une mode pour une tendance lourde, par exemple. Exactement. Il y a plein de figures politiques dont on annonçait un avenir radieux et qui disparaissent 2 jours après. Exactement. Et la lecture, et en creux l'histoire, la littérature et les tendances lourdes de l'âme humaine, de l'histoire, permettent de prendre ce recul en disant peut-être que ça c'est de l'écume et de remettre les choses justement en perspective sur le temps long. En tout cas, il faut notamment lire Les moissons de la colère plongées dans l'Europe nationaliste de Charles Sapin. Merci infiniment pour cette belle conversation sur... Merci à vous, c'était un plaisir, et de votre invitation, c'était... merci. Et encore une fois, je recommande chaudement cet ouvrage. Ça permet de se faire une culture générale sur les différents partis européens en seulement 170 pages, ce qui est très pratique. Et de voir les tendances lourdes à l'œuvre. On a parlé d'immigration, on a parlé de la relation à l'écologie, relation au wokisme, et de mieux comprendre cet enfer bureaucratique qu'est le Parlement européen et les différents jeux de pouvoir entre les différents partis. Et moi, ça m'a beaucoup nourri. Donc Charles Sapin, merci infiniment. Merci pour votre conversation, et à une prochaine fois avec grande joie. Merci à vous, c'était un plaisir. À bientôt.